suivi justement le sien. En ce qui concerne le fait que je vais parler d'un homme qui n'a pas écrit spécifiquement sur l'éducation et sur l'éducatif, de façon précise, disons, mais qui ouvre à une réflexion sur les conditions d'exercice de l'éducation et de la formation. Ce n'est pas l'objet de mon propos, de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer du travail de cet homme, mais pour moi, c'est l'occasion finalement d'honorer quelqu'un qui a accompagné tout mon parcours, personnel et professionnel, durant quasiment ces 40 dernières années, ce qui n'est pas rien. Alors, il est pour moi figure inspirante et figure, je peux dire, guide. Alors, on n'a pas parlé de... Je ne me souviens pas qu'on ait discuté d'une éventuelle... de la différence qu'il peut y avoir entre la notion de guide et la notion d'inspiration. C'est peut-être intéressant à envisager. Alors, cela dit, j'évoque Henri Laborie. Henri Laborie, et pour le présenter très rapidement, bien que j'imagine que vous le connaissez, ou en tout cas vous connaissez au moins son nom, il est assez évocateur. Pour ce qui concerne, vous savez, je me base juste sur ce qu'il dit de lui à l'ouverture du film, c'est un générique quasiment, du film Mon oncle d'Amérique, dans les années, alors je ne sais plus d'ailleurs, ça doit être dans les années 70-80, un film d'Alain Resnais, qui a mis en scène les hypothèses sur le comportement, les hypothèses d'Henri Laborie, sur un comportement une compréhension du comportement bio-psychosocial, ouais, c'est rien que ça, des individus. Alors, il est né en 1914, et ce qu'il ne dit pas dans le film, c'est qu'il meurt en 1995, évidemment. Il a été docteur en médecine interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux et maître de recherche au service des santé des armées. C'est d'abord un chirurgien, c'est d'abord un biologiste. Il est inventeur, disons, il a travaillé avec d'autres quand même, de l'hibernation artificielle. En tout cas, il a introduit en thérapeutique l'hibernation artificielle, la chlorpromazine, pardon, qui était le premier tranquillisant en usage en milieu hospitalier. Et il a travaillé, et c'est une des choses qui m'a particulièrement intéressé au départ, il a travaillé sur la réaction de l'organisme aux agressions. Et il s'est orienté, à partir de là, pour ceux qui m'ont intéressé, il s'est orienté vers les questions de stress. Voilà. Alors, du stress de la cellule, et le travail qu'il a fait, c'est de l'élargir au stress à l'organe, ensuite à l'organisme humain, ensuite à l'organisme social. Et à travers la question du stress, il aborde la question de l'agression. Alors, ce qu'il dit de lui, et je vous le lis parce que c'est une forme de lucidité qui est très intéressante et qui m'a vraiment beaucoup nourri à cette époque-là. Il faut ajouter aussi qu'il est d'origine vendéenne. La Vendée est ce pays auquel on a imposé la liberté, l'égalité et la fraternité surtout, en y faisant 500 000 morts. Il est cependant abonné au gaz et à l'électricité de France, ce qui montre ses sentiments nationalistes. Et d'autre part, il est parfaitement adapté à une socioculture dont il a largement profité. Voilà. Laborie est là-dedans, dans cette approche-là, qui est une approche distancée, lucide, presque cynique, au regard de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'individu dans la vie. Dans les derniers mois de sa vie, bon, il était très sollicité, il donnait beaucoup d'entretiens, d'interviews. Dans un de ces entretiens, il évoque le fait qu'au final, il sait peu de choses et il semblait parfaitement honnête en le posant. Le niveau de modestie qu'il pouvait y avoir, qui confinait aussi à la prétention d'avoir compris beaucoup de choses, tout en ayant compris si peu. Voilà, une forme de position, de posture de savant qui m'avait beaucoup touché et qui continue de me toucher. Alors, pour dire quelque chose de son travail, plutôt que
vous asséner quelque chose que que j'aurais tenté de créer. Je vais juste lire un extrait d'un écrit de Joël de Ronet, qui donc a fait paraître un petit article au moment du décès d'Henri Laborie. Je vous le dis parce qu'il donne une lecture, enfin l'extrait que je vous en donne offre une lecture globale du travail qu'il a pu mener et qui nous introduit dans ce que j'ai pu en faire pour ma part et ce que j'en fais encore de ce travail-là. Henri Laborie ouvre la cellule sur son environnement. Il retrace le cheminement du flux d'énergie qui, du soleil à l'homme, alimente la vie. Il relie ainsi la photosynthèse, les cycles énergétiques, le métabolisme cellulaire et le comportement en une approche cohérente et féconde. Dans la continuité de son message, on saisit la force de sa vision, l'intégration des niveaux de complexité, l'interdépendance des structures et des fonctions, la dynamique des interactions. Au travers de ses livres de synthèse comme de ses essais, Laborie donne l'impression de toucher à tout. Biochimie, biologie moléculaire, neurobiologie, hormonologie, écologie, économie, philosophie, j'ajouterai personnellement psychologie sociale. Il retrouve les visions de Claude Bernard sur la constance du milieu intérieur ou de Walter Kamen sur l'homéostasie. L'homéostasie qui est un état et du corps et même du social qui est extrêmement intéressant et qui est personnellement en fait un concept qui m'a été extrêmement utile dans le champ de la formation. Je poursuis les propos de Joël de Ronet. La relation à l'écosystème constitue un volet essentiel de sa démarche. La molécule active, la cellule, le tissu, l'organe, le corps ne sont jamais séparés de leur environnement immédiat, de leur écosystème microscopique ou macroscopique. Ils s'intègrent dans un tout, lui-même ouvert sur un environnement plus vaste encore. C'est une référence à la question des niveaux d'organisation sur lesquels a beaucoup insisté Henri Laborie lors d'un dernier ouvrage. Cette vision amène Laborie à quitter la biologie, au sens disciplinaire du terme, pour s'intéresser à l'environnement humain, à ce corollaire économique et politique. Ce qui n'a pas été sans heurter l'approche disciplinaire traditionnelle des universitaires, je rends hommage tout de même aux universitaires, auxquels il s'est souvent confronté. Les critiques se font plus vives encore quand le chercheur quitte son domaine de compétences pour aborder le secteur des sciences humaines et de la philosophie. J'ai été séduit, je pense, fasciné même, par la capacité et la manière dont Henri Laborie intégrait les différentes approches, en tout cas, de l'humain, ce que globalement on peut mettre sous le terme de sciences humaines, et les sciences dites à l'époque, sciences dites dures. Alors, personnellement, j'ai rencontré Laborie au moment où je finissais ma vie d'étudiant en sociologie, enfin cette phase-là de ma vie quand même, et où j'ai, après avoir fait un certain nombre, une période d'enseignement et puis d'études sur le terrain, j'ai opté pour une vie de formation auprès d'adultes, pour la plupart du temps. Et de ce fait-là, dans toute cette activité-là de formation en particulier, je me suis largement nourri. Alors c'est pour ça que j'évoquais le fait que Henri Laborie était inspirateur dans, enfin je peux le dire, dans ce qui concerne ma curiosité, regarde ma curiosité vers différents champs de connaissances. Parallèlement, il aura été un guide pour moi, puisque j'ai même utilisé un certain nombre de ces aphorismes et il a produit quelques aphorismes et puis des extraits, évidemment, quelques citations. Je me suis quasiment inscrite mémoriellement. J'en donnerai quelques-unes tout à l'heure. Mais les éléments essentiels que j'ai puisés dans le travail de Laborie, je les ai regroupés en trois champs, et dont j'ai fait usage, je peux dire, dans mes activités de formation. Et donc, si il n'a pas nourri la formation en tant que telle, l'éducatif,
les conditions dans lesquelles, et c'est comme ça que je peux dire, j'ai utilisé en quelque sorte le travail de Laborie, c'est dans la mesure où j'ai pu favoriser des conditions d'émergence du travail éducatif. Et donc je donne 3 éléments. L'un qui est l'attention que j'ai pu porter et que je continue de porter à la nécessité, voire même l'exigence de la reconnaissance et partant de l'estime de soi présente chez les êtres sociaux que nous sommes. Lui, il en parle pour les êtres sociaux, il évoque évidemment, il nomme cela la survie, pour ce qui concerne les cellules. Alors, on peut utiliser la vie des cellules comme, ou la vie des molécules comme métaphore, sauf qu'on peut considérer aussi, et c'est ce que s'autorise Laborie, et ce que je m'autorise aussi à faire, à considérer que ce qui relève de la reconnaissance dans la vie sociale est une forme, disons, un peu plus sophistiquée, beaucoup plus sophistiquée, qui renvoie tout de même, qui relève quand même de la survie. Voilà. Ce qui est d'ordre de la survie dans le champ biologique est de l'ordre de la reconnaissance, du besoin de reconnaissance, de l'exigence de reconnaissance chez les humains. Deuxième élément, l'importance des interactions dans la vie des groupes. J'ai retrouvé cette problématique-là des interactions lorsque j'ai abordé le travail de l'école des courants de Palo Alto, par exemple, hein, qui est très très utile, encore une fois, pour nous dans la compréhension des mécanismes et dans le travail que l'on peut faire quand on est formateur. Et un troisième élément, l'appréhension des niveaux d'organisation pour mieux, si je peux dire pour mieux, mais les niveaux d'organisation qui permettent de mieux se situer. D'une certaine façon, ça en renvoie, me vient à l'esprit, c'est au connais-toi toi-même, grec, qui invite à savoir se situer, à connaître ses limites et repérer au sein de quel environnement on agit. Voilà, donc ce sont 3 éléments essentiels qui, pour ma part, personnellement en tout cas, ont construit et m'ont permis d'avancer, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Je prends juste, Rémi, si je peux prendre 2 minutes pour lire 2 citations. Pour aller sur la Lune, il faut connaître les lois de la gravitation. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît ces lois qu'on peut leur échapper. Cependant, le fait de les connaître permet de faire autre chose et d'agir.